Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer notre réunion et je cède la parole à Daniel Roy qui préside la Commission des Affaires européennes de notre Assemblée. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chère Madame la Commissaire, chère Viviane Reding. Je suis heureuse de vous accueillir avec mon collègue Jean-Jacques Urvoas pour cette audition conjointe avec la Commission des lois. Vous êtes à présent une familière de cette Assemblée parce que nous étions déjà ensemble le 15 octobre pour notre table ronde sur le projet de loi de finances pour 2013. Je pense que ces habitudes-là sont des habitudes acquises positives et le fait que chaque fois plusieurs commissions soient intéressées à vos propos montre, je l'espère, que nous progressons tous dans la réflexion par rapport aux enjeux de l'Union européenne. Ce dialogue régulier donc, que nous avons me semble absolument essentiel pour impliquer davantage encore notre Assemblée sur ces questions européennes à propos des sujets clés qui engagent notre avenir commun. Il y en a beaucoup, que ce soit l'intégration budgétaire, l'approfondissement démocratique de l'Union, les questions du développement durable ou bien sûr la régulation financière. Avant d'aborder les questions liées plus spécifiquement à notre audition d'aujourd'hui, je salue la présence parmi nous de notre collègue Taavi Rõivas, président de la Commission des Affaires européennes du Parlement d'Estonie, avec qui nous avons dialogué cet après-midi. Les sujets qui nous rassemblent pour cette audition sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, puisqu'ils touchent à nos libertés, à l'exercice effectif de la justice au-delà des frontières nationales, à l'édification lente mais indispensable d'un espace commun de liberté et de justice. Ces sujets sont particulièrement nombreux et sans vouloir empiéter sur le débat, je voudrais simplement et rapidement cibler quelques têtes de chapitre sur lesquelles notre commission a particulièrement travaillé et à propos desquelles nous souhaitons vous entendre. D'abord, la protection des données à caractère personnel. La Commission européenne a déposé 2 textes très importants dans ce domaine en janvier 2012 pour réformer le cadre européen de la protection de ces données. L'Assemblée nationale a adopté une proposition de résolution à ce sujet au début de cette année. Et donc, il sera intéressant pour nous que vous fassiez le point sur les négociations en cours sur ces 2 textes. La création du futur parquet européen et la protection des intérêts financiers de l'Union par le droit pénal. La Commission européenne envisage-t-elle la création d'un parquet européen uniquement sous cet aspect ou bien a-t-elle à l'esprit une perspective plus large de lutte contre la grande criminalité? Je vous rappelle qu'à la suite du rapport de nos collègues Guy Geoffroy et Marietta Karamanli, je suis sûre que Marietta est là, l'Assemblée nationale avait adopté le 14 août 2011 une résolution européenne qui préconisait cette seconde option. La politique européenne d'intégration des populations roms. La France partage avec la Commission européenne la volonté d'améliorer l'accès à l'emploi, à l'éducation et au logement des Roms, qui seraient plus de 400 000 au total dans notre pays, représentant, on le sait bien, en plus plusieurs ethnies. Selon vous, comment convient-il d'organiser les choses entre pays d'origine et pays d'accueil? Est-il plus pertinent de coopérer de manière bilatérale ou plutôt à l'échelle communautaire, étant entendu que les politiques d'intégration relèvent essentiellement des États membres? L'évaluation après quelques années de mise en œuvre du mandat d'arrêt européen, sur lequel notre commission a décidé d'engager un travail dans le contexte notamment des projets britanniques d'opt-out sur tous les domaines justice, affaires intérieures. Les textes en cours de discussion dans le domaine du droit d'asile, je pense en particulier à la proposition de directive procédure sur laquelle notre commission a adopté hier une proposition de résolution sur la proposition de nos rapporteurs, Marietta Karamanli et Charles de Verpillière, et qu'ils souhaiteront bien sûr certainement évoquer. Vous voyez que nos collègues sont extrêmement actifs. Le mécanisme de coopération et de vérification en Bulgarie et en Roumanie. Quelques mois après le rapport de juillet 2012 sur le mécanisme de coopération et de vérification en Bulgarie et en Roumanie, comment analysez-vous les perspectives de progression de ces 2 États qui sont membres certes de l'Union européenne, mais où en sont-ils sur les questions de justice et d'affaires intérieures? Enfin, et je m'arrêterai là parce que mon collègue Urvoas, plutôt du côté des lois, a des choses forcément à proposer, l'initiative que vous avez prise concernant les quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises européennes. J'ai personnellement présenté le 16 octobre dernier à notre commission une communication appuyant votre initiative. Dans les conclusions adoptées à l'issue du débat, notre commission des affaires européennes a surtout insisté sur la nécessité d'instaurer le fameux quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises européennes d'ici à 2020 et d'assortir de sanctions pour non-respect de cette obligation.
La position retenue par le Collège des commissaires la semaine dernière reprend ce taux de 40%. Nous vous remercions de votre diligence dans ce domaine. Donc, cela, cependant, nous inquiète un peu parce que est-ce simplement un affichage à objectif politique ou vraiment une obligation juridique? Et ce compromis, du coup, vous satisfait-il? Je vais m'arrêter pour laisser la parole à Jean-Jacques et puis vous nous direz, vous, vos premières propositions avant que nous dialoguons tous ensemble, bien entendu, ce qui est l'objet de notre réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, juste quelques mots pour vous souhaiter officiellement la bienvenue dans la salle de la Commission des lois, en remerciant la Présidente de la Commission des affaires européennes d'avoir initié cette audition et d'avoir permis que la Commission des lois vous accueille, puisque nous avons décidé dans cette législature, au sein de la Commission, de porter une attention particulière sur l'Union européenne et de susciter en notre sein une veille européenne dont nous avons confié la responsabilité à deux collègues, un collègue membre de la majorité, qui est Marietta Karamanli, déjà abondamment citée par Daniel Leroy, et ce qui est mérité au regard du travail qu'elle fournit dans ce domaine, et notre collègue Guy Geoffroy, qui est membre de l'opposition, qui régulièrement, devant notre commission, font état de leurs travaux, de leurs interrogations, et surtout nous alertent sur des sujets qui pourraient venir percuter notre dos du jour et pour lesquels nous n'aurions pas été suffisamment attentifs. Nous avons en effet eu le sentiment il y a quelques mois, dans la législature antérieure, que notamment la question de la garde à vue, nous ne l'avions pas suffisamment anticipée et que nous avions été confrontés à une obligation de législation dans l'urgence qui n'était évidemment jamais bonne conseillère. Donc de façon à ne pas répéter ce type d'erreur et de façon à anticiper les difficultés potentielles, nous avons donc souhaité que la Commission régulièrement puisse s'intéresser au domaine dont vous avez la responsabilité au sein de l'Union européenne. Vous dire aussi combien notre Commission est inquiète de la situation que nous observons au sein de l'Union, notamment sur la perspective, Daniel Roy vient d'en dire un mot, de l'opt-out du Royaume-Uni, puisque même si cette faculté a été offerte par le traité de Lisbonne ou par exemple par un protocole annexé au traité de Lisbonne, il y a un certain nombre de conséquences qui sont liées à cette éventualité d'opt-out pour laquelle la Commission a manifesté il y a maintenant un mois une vraie inquiétude. Donc j'aurai l'occasion certainement de revenir sur les conséquences de cette décision, sur la construction de l'espace pénal européen. Vous dire aussi que vous arrivez dans une journée très européenne pour l'Union, puisque vous avez vu tout à l'heure, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président italien Giorgio Napolitano dans l'hémicycle, qui nous a fait l'infini plaisir de prononcer un discours en français et un discours profondément européen et optimiste, ce qui n'est pas toujours la couleur dominante des propos que l'on peut entendre dans cette maison, où nous sommes de plus en plus inquiets d'une dislocation de l'Union européenne. Donc j'ai un véritable plaisir de vous accueillir. Nous sommes très désireux d'aborder bien des points. Daniel Leroy vient d'en citer plusieurs. Le mandat d'arrêt européen, évidemment, le parquet européen, la question de l'aide juridictionnelle ou la protection des données à caractère personnel, qui est un sujet fondamental pour lequel j'ai été il y a maintenant un mois et demi, à l'initiative de la présidence chypriote, à une réunion des présidents des commissions des lois de l'Union, où nous avons pu constater que sur cette protection des données à caractère personnel, il y avait de vraies inquiétudes. En tout cas, les élus français, Jean-Pierre Sueur, qui préside la commission des lois au Sénat, et votre serviteur avons manifesté une inquiétude devant les projets de l'Union, convaincus qu'ils sont aujourd'hui moins protecteurs de ce qu'est le droit interne français. Et donc nous avons eu l'occasion ici de dire devant la présidente de la Commission nationale informatique et liberté notre détermination à faire en sorte que nos préoccupations puissent être entendues. Je vais naturellement maintenant vous céder la parole, Madame la Commissaire, en vous redisant combien nous sommes heureux de vous entendre dans cette législature et en ne doutant pas que si c'est une première, ça ne sera certainement pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Et je pense que toutes les questions que vous avez déjà posées, ça nous donnera vraiment du travail à faire, mais ne vous en faites pas, il y a des réponses à toutes les questions. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire merci pour l'invitation, parce que je pense que c'est très important en effet qu'il y ait un dialogue entre l'Europe, la Commission européenne, le gouvernement européen, si vous voulez, et les élus nationaux. Parce que l'Europe ne se fait pas à Bruxelles. L'Europe se fait partout. Et bien sûr, le premier interlocuteur, pour moi, c'est le Parlement européen, ce qui est normal.
mais les parlements nationaux ont une importance toute majeure parce que les lois européennes que nous décidons tous ensemble doivent être individuellement ensuite appliquées dans les États membres. Donc ça vous revient, et puis expliquer aux citoyens, ça vous revient doublement. Donc je suis heureuse d'être ici et de pouvoir discuter avec vous parce que les choses ont aussi changé d'une façon assez dramatique avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Vous savez que la justice avant était une affaire absolument nationale. La justice depuis Lisbonne est restée une affaire nationale, mais il y a aussi une responsabilité européenne accrue. Et si on ajoute à cela la charte des droits fondamentaux qui a fonction de traité, eh bien on voit que les deux éléments, l'élément national et l'élément européen, doivent être complémentaires et ne pas se télescoper. Ne pas se télescoper. Et donc les doutes que vous avez, dont vous avez fait état, Monsieur le Président, je crois qu'ils doivent recevoir une réponse ou doivent nous faire réfléchir au niveau européen sur notre manière de procéder. Alors, mon but à moi, en fait, est celui d'un constructeur de ponts. Je ne vais pas changer les systèmes de la justice nationale, mais pour que l'Europe puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des ponts entre ces systèmes. Il faut que la libre circulation des citoyens est aussi son pendant de la libre circulation des droits. Or, ceci est parfois un problème. Et il faut aussi, et c'est quelque chose que j'ai ajouté à une action de commissaire à la justice, il faut aussi que la justice serve la croissance. Ça peut être étonnant, mais je vais vous l'expliquer. Alors, les citoyens, tout d'abord, je crois que le droit à un procès équitable est un des piliers des systèmes judiciaires en Europe. C'est indiscutable, tout le monde est d'accord. Mais les procédures pénales ne sont pas les mêmes, ni les droits d'un accusé devant un système judiciaire national. Donc les gens qui se déplacent parfois perdent les droits de citoyens qu'ils ont dans un État lorsqu'ils se rendent dans l'autre. C'est la raison pour laquelle je me suis attelée tout de suite à des normes communes minimales pour garantir une protection suffisante des suspects et des personnes accusées, où qu'elles se trouvent, dans quelques pays qu'elles se trouvent. La première directive, le droit à l'interprétation et à la traduction, a été adoptée en 9 mois seulement. Les bonnes choses ont besoin de 9 mois, mais 9 mois pour une directive jusqu'à sa conception, jusqu'à son inscription dans le journal officiel, c'est extrêmement court. Ça vous montre une chose, ça vous montre que tout simplement il y a ce besoin. Il y a ce besoin de combler ce vide. Et donc ça a été suivi tout de suite avec la directive sur la déclaration des droits, le droit d'être informé sur ses droits, la lettre des droits. Ça aussi, c'est en bon cours. Elle a été adoptée. Et puis, on vient de débloquer les négociations sur la présence d'un avocat. C'est enfin l'assistance juridique, mais c'est la présence d'un avocat. Vous l'avez dit très clairement. C'est la conséquence de l'arrêt Salus qui est maintenant mis dans des concepts pour tous les Européens qui ont en plus aussi le droit de communiquer avec leur famille ou d'avoir le soutien de leur consulat ou de leur ambassade. Le Parlement européen et le Conseil des ministres vont finaliser cette négociation dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. C'est-à-dire l'accord est presque
fait. Et toutes ces mesures servent à renforcer la confiance mutuelle lorsque on utilise la libre circulation, qui est un des droits de fond des citoyens européens. Lorsque j'ai travaillé sur le droit des accusés, j'ai vu qu'en fait, dans presque la totalité de nos États membres, il y a un élément qui manque dans un processus pénal, et c'est la victime. La victime devient secondaire dès que la machine pénale se met en route. Donc j'ai en parallèle, où j'ai travaillé sur le droit des accusés, travaillé sur le droit des victimes, tout un paquet de mesures pour surtout les victimes vulnérables. Je vois beaucoup de femmes députées dans cette salle. Ce sont souvent des femmes qui sont victimes de violences et donc elles auront des droits légalement exécutoires en tant que victimes vulnérables. Ce texte vient d'être publié au journal officiel le 14 novembre, donc aussi un texte qui a abouti très rapidement. Et donc ces victimes auront maintenant des normes minimales à l'échelle européenne pour leurs droits de base, quelle que sera leur nationalité et quel que soit l'État membre de l'Union où l'infraction est commise. Bien sûr, toutes ces directives doivent être transposées en droit national. La balle est donc dans votre camp et vous avez du travail en la matière, mais je trouve que c'est important de travailler en parallèle sur les accusés et leurs droits et sur les victimes et leurs droits. Et je crois que c'est la première fois qu'on a essayé de faire un travail législatif en parallèle. Autre élément qui était sur ma table quand je suis devenue commissaire sur ce dossier, c'était les consommateurs. Parce que le projet de directive sur les droits des consommateurs était contre le mur. Il n'allait nulle part. J'ai donc dû le reprendre et travailler avec le Parlement européen et le Conseil. Et on a ainsi réussi à débloquer les négociations qui traînaient depuis des mois. Et nous avons, en tant que résultat, une directive qui renforce les prérogatives des consommateurs, sanctionnant par exemple les fraudeurs opérant sur Internet. Les consommateurs ne se feront plus piéger à devoir, contre leur gré, lorsqu'ils achètent un billet d'avion, acheter aussi une assurance et louer un véhicule. Et ils auront un délai de 14 jours pour restituer, s'ils le souhaitent, des marchandises qu'ils ont achetées à distance. Vous voyez donc, le droit européen s'inspire toujours des meilleurs droits nationaux et puis il prend les meilleures solutions nationales en les offrant à tous les citoyens. Donc il ne fait peut-être pas à chaque fois avancer un droit national spécifique, mais il fait à chaque fois avancer beaucoup de droits nationaux qui n'arrivent pas au niveau de nos meilleurs, mais on s'inspire toujours de nos meilleurs. Là aussi, je veillerai à une transposition rapide des nouvelles dispositions dans tous les États membres. Parce que nous avons aussi remarqué une chose, c'est que les citoyens, et les Français en font partie, hésitent d'acheter au-delà des frontières. Et le e-commerce ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, tout simplement parce que les consommateurs n'ont pas confiance. Les Français connaissent le droit français, ils savent quelles sont les règles qui s'appliquent à eux lorsqu'ils achètent en France, et ils ont des doutes ce qui va leur arriver s'ils achètent à l'étranger. Or, ce n'est pas le but d'un marché unique si les consommateurs n'ont pas confiance d'acheter dans ce marché unique. Et ça me fait déjà venir au chapitre de la justice pour la croissance. Parce que ce marché unique,
dont nous fêtons le 20e anniversaire et qui est sous la responsabilité du commissaire français, Michel Barnier, qui fait un travail extraordinaire pour enlever les blocages qui existent encore dans ce marché unique. Mais ce n'est pas Michel qui le fait seul, on l'aide. Chacun dans les responsabilités qui sont les siennes travaille dans le même sens, parce que nous voulons que ce marché soit une vraie économie sociale de marché, avec la libre circulation des marchandises, bien sûr, mais aussi avec nos PME qui peuvent étendre leur champ d'opération, et avec les citoyens qui peuvent, sans avoir des réticences, utiliser les avantages de ce marché. Alors, pour obtenir ce but, pour atteindre ce but, il faut donner une vraie chance aux PME. Mais on voit que, par exemple, 40% des PME françaises qui ne veulent pas aller au-delà de leurs frontières ne vont pas au-delà de leurs frontières parce que les procédures judiciaires de règlement des litiges transfrontaliers sont trop compliquées. Alors, hier, le Parlement européen a voté ma réforme du règlement Bruxelles I à une très grande majorité. Qu'est-ce que cette réforme veut dire ? En fait, elle instaure un principe du fédéralisme américain en Europe. Aux États-Unis, il y a le Full Faith and Credit Clause, c'est-à-dire une décision qui a été prise dans un État, par la justice d'un État, est reconnue dans un autre État. Et bien maintenant, nous aussi, en droit civil et commercial, la décision prise dans un État membre par la justice sera automatiquement d'application dans un autre État membre. On a éliminé la procédure de l'exequatur, qui est une procédure longue et chère parce que la justice doit refaire quelque chose qui a déjà été fait, et dans 95% des cas, ce n'est pas utile. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et les PME sont punis en un certain sens et se retirent du transfrontalier. Alors ce que nous voulons, le Parlement européen et moi-même, par cette action, c'est de pouvoir nous concentrer sur les 5% qui font problème et laisser les autres libres avec l'élimination de l'exequatur. Ceci va permettre aux entreprises d'économiser plus de 47 millions d'euros par an. Nous attendons maintenant que le Conseil, au mois de décembre, accepte ce règlement formellement. Donc, l'année prochaine, vous aurez sur votre table aussi la réforme de Bruxelles I. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà parlé des consommateurs et de leur réticence à acheter en transfrontalier. De même, des entreprises, la réticence à ouvrir leur marché. Ceci n'est pas seulement une question de différends transfrontaliers, mais c'est aussi une question de droit des consommateurs. Parce que si une entreprise française veut vendre un produit ou un service sur 27 États membres, elle devra appliquer 27 règles sur la protection des consommateurs différents. Parce que chaque consommateur a le droit à sa loi sur la protection des consommateurs. C'est un casse-tête énorme. De nouveau, surtout pour le e-commerce qui ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un droit commun européen de la vente en partant du principe suivant. Il n'y a pas de problème avec le droit des contrats français. Non, ni avec le droit des contrats allemands.
ni luxembourgeois. Donc, je n'ai pas besoin de faire œuvre de harmonisation sur quelque chose qui fonctionne bien. Mais il y a un problème lorsqu'on veut aller au-delà des frontières. Donc, j'ai mis sur la table un droit de contrat supplémentaire, un deuxième droit des contrats pour les achats et les ventes transfrontalières, au choix, bien sûr, des contractants et surtout au choix des mini-entreprises, parce que ce que ça coûte à une mini-entreprise pour aller en transfrontalier, ça peut représenter jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel, donc aucune incitation à étendre ces activités. 3/4 des entreprises, des petites entreprises européennes ne réalisent aucune vente à l'étranger. C'est un manque à gagner extraordinaire. Si ceci serait été mis en place, il y aurait un gain de plusieurs milliards d'euros. Donc, tout simplement, ne pas harmoniser, mais proposer au choix un deuxième contrat pour le transfrontalier. Et puis, la protection des données. Parce que la protection des données, elle part un peu de la même idée de base, mais elle arrive à une conclusion complètement différente. Pour la protection des données aussi, nous avons 27 systèmes différents, forts comme en France ou en Allemagne, faibles comme en d'autres pays européens, et des entreprises, surtout les entreprises IT européennes qui veulent s'étendre sur tout le marché européen, doivent avoir 27 autorisations différentes et en cas de problème, 27 régulateurs des données personnelles différents. Le casse-tête absolu, ça coûte un argent fou et ça empêche surtout nos petites entreprises à se développer. Et c'est ces start-up auxquelles nous voulons donner une véritable chance. En même temps, nous avons, nous Européens, une obligation extrêmement forte pour la protection des données personnelles. Ce n'est pas si nous voulons ou si nous ne voulons pas, c'est inscrit dans les traités et c'est inscrit dans la charte. Donc pour moi, c'est une obligation de faire de sorte à ce que les données personnelles des citoyens soient protégées d'une façon optimale. Comment faire cela pour qu'elles soient protégées partout, de la même façon, à haut niveau, et comment ouvrir en même temps le marché pour nos entreprises européennes et comment faire de sorte en même temps que les entreprises qui viennent de l'extérieur de l'Europe et qui opèrent sur notre territoire, finalement appliquent le droit européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Eh bien, tout simplement, un continent, une règle, et non plus 27 règles contradictoires, des règles claires avec une grande sécurité juridique qui permet de traiter les données en toute sécurité dans l'ensemble de l'Europe. Donc il faut une cohérence de l'approche législative avec un paquet qui couvre aussi bien le secteur privé que le secteur administratif et une directive qui couvre le secteur de la police et de la sécurité. Parce que le droit fondamental, ni les traités, ni la charte ne font aucune différence entre ce qui est l'un ou l'autre. Ils disent que s'il y a la protection des données personnelles, point à la ligne pour tout, en horizontal. Donc il faut une cohérence et une crédibilité de la régulation du marché intérieur et du citoyen qui vit sur ce marché intérieur. Pour les entreprises, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, on définit non pas l'entreprise par sa nationalité, mais on la définit par là où elle opère et les consommateurs à qui elle
s'adresse. Donc, toute entreprise qui opère sur le territoire de l'Union européenne et qui s'adresse à des consommateurs européens tombe sous ces règles. Elle est, cette entreprise, régulée une fois. Où ça? Dans le territoire qui est le sien, par un guichet unique, mais sous base d'une seule loi. Donc, il ne peut plus avoir des niches de pays qui ont des lois moins importantes et les entreprises se réfugient dans ces pays-là. Mais donc, une loi, un régulateur, et ceci pour tout le continent. Et bien sûr, à un très haut niveau de protection des données personnelles pour les droits réels pour les individus, la portabilité, par exemple, que j'avais faite en matière de télécom, aussi en matière d'Internet maintenant, le droit à l'oubli, qui vient d'être repris d'ailleurs par votre ombudsman, non, ça, le défenseur des enfants, qui va même un pas plus loin que ce que j'ai proposé. Je trouve ça très, très intéressant et très bien. Et pourquoi doit-on aller très loin en la matière? Mais tout simplement parce que les citoyens n'ont plus confiance. 70% des individus sont très inquiets sur la manière avec laquelle on traite leurs données personnelles. Et d'après Symantec, les activités illégales d'usurpation d'identité croissent de 60% par an. Donc, ils ont bien raison, les citoyens, à se faire des soucis. Et c'est donc notre ambition, une ambition partagée par le Parlement européen et la présidence chypriote du Conseil des ministres et de la future présidence irlandaise, qui veut faire de ce paquet la priorité de la présidence irlandaise, d'arriver à un accord politique jusqu'en été 2013. Je sais que c'est très optimiste, mais depuis que je suis en politique, et ça fait 33 ans, j'ai toujours mis l'optimisme comme mon premier point à l'ordre du jour. Parce que si on n'est pas optimiste, on n'arrive à rien. Alors, oui, on va y arriver. Et on va pousser tout le monde pour pouvoir y arriver, pour que le Parlement européen encore puisse voter avant les élections européennes qui auront lieu au printemps 2014, ce paquet d'une importance majeure pour nos citoyens et pour nos entreprises. C'est ça mon ambition. Donc je refuse de me perdre dans des discussions techniques ici et là, et je refuse d'écouter continuellement les lobbyistes des grandes entreprises américaines. En janvier, j'ai mis cette chose sur la table, et en janvier, il y a eu un transfert de plusieurs douzaines de lobbyistes de Washington à Bruxelles, rien que pour freiner notre protection des données personnelles. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas laisser freiner quelque chose d'aussi important que cela. Et pour expliquer ce qu'on fait, je suis ici avec vous, mais vous êtes aussi une courroie de transmission importante vers les citoyens. Parce que je voulais encore vous donner ce message-là. Je ne pense pas qu'on puisse continuer, nous, et je dis ça collectivement, qu'on puisse continuer à faire la politique européenne en vase clos. Quelques-uns décident, et puis voilà, on a décidé. Et je pense qu'il est grand temps de mettre les citoyens dans le bain, en un certain sens, et de sortir pour leur expliquer ce qu'on fait, en fait. Parce que chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est la faute à Bruxelles. Et puis après, on veut quand même construire l'Europe. On ne peut pas construire l'Europe comme ça. Il faut vraiment que tous ensemble, on dise ce qu'on veut de cette Europe, pourquoi cette Europe est un avantage pour nos citoyens, et il faut le leur expliquer. J'ai commencé à préparer 2013, année européenne des citoyens, avec des town hall meetings. Comment vous dites ça en français? Je ne sais pas.
Merci, merci. Je pense que je vais le dire en luxembourgeois, ce sera peut-être mieux. Mais j'ai commencé les premiers town hall meetings dans le sud de l'Espagne, en Allemagne et en Autriche. Je continue en France et j'aimerais que tout le monde le fasse. Vous aussi, vos ministres aussi, les élus locaux. J'ai commencé le premier town hall meeting en donnant un message aux maires des villes, grandes et petites, et aux présidents des régions qui avaient leur assemblée dans le sud de l'Espagne. Et je leur ai dit que c'est leur responsabilité aussi de sortir. Donc 2013, l'année européenne des citoyens, c'est un rendez-vous à inscrire dans votre programme. Merci beaucoup, Madame, pour à la fois la nature de votre exposé, la précision qu'il comportait et de votre optimisme. Il y a une citation du philosophe Alain, je ne vais pas la citer de tête, mais l'idée c'était cela. Le pessimisme est une humeur, mais l'optimisme est une volonté. Donc du coup, nous allons placer nos travaux sous le signe de la volonté. J'ai 6 collègues qui se sont inscrits pour poser les questions, et toi, tu en as 3. Bon, alors à nous deux, ça fait 9, sauf si c'est les mêmes qui se sont inscrits. C'est pas les mêmes. Bon, comme c'est moi qui ai le micro, c'est les miens qui ont la primauté. Oui, Pascal Crozon est la première. Oui, bonjour mesdames. Je suis membre de la délégation aux droits des femmes et Madame la commissaire, je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué Madame Auroi tout à l'heure, à savoir les quotas des femmes dans les conseils d'administration. Je voulais rappeler que 11 États, dont la France, sous l'impulsion de Marie-Jo Zimmermann, ont imposé un quota obligatoire des femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées. Et je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour encourager les grandes entreprises à évoluer, mais que devant les faibles résultats, vous avez bien sûr souhaité aller plus loin. Et vous venez donc de déposer un projet de loi, Madame Auroi nous l'a dit, qui aura, je le pense, le soutien du Parlement, mais peut-être pas celui de 9 pays, dont le Royaume-Uni et peut-être l'Allemagne, me semble-t-il, se sont opposés à cette proposition. Et d'ailleurs, si j'ai bien pris connaissance du sujet, avant même qu'elle ne soit déposée. Donc, Madame, je vous remercie de bien vouloir faire le point sur cela et de nous dire, parce que il me semble que vous avez dit que vous étiez optimiste, de nous dire quel sera le résultat et est-ce qu'elle sera adoptée. On l'aura. Écoutez, sinon, oui, parce que c'était une telle bagarre ces dernières semaines que le fait d'avoir gagné ça me rend pleine d'optimisme. Et je crois que le vent est en train de tourner dans certains États membres. Madame Zimmermann, le vent n'avait pas besoin de tourner en France, grâce à vous et à d'autres précurseurs. Et d'ailleurs, la France m'a beaucoup aidée. À un certain moment, votre ministre de l'égalité des chances et votre ministre de l'économie ont écrit une lettre pour dire clairement qu'ils me soutiennent. Ça, c'était au moment où 9 États membres avaient signé une lettre pour dire que le président de la Commission, qui m'a toujours soutenu, devrait m'arrêter. Et c'est là où j'ai dit on ne fait pas des lois par 9 messieurs en complet veston gris, excusez monsieur, enfermés dans une chambre et qui... non. On va vous laisser. Je dis, on va déterminer la nuance de gris d'abord, si ça vous ennuie pas. Jusqu'à nouvel ordre, les lois se font par le Parlement et par les gouvernements. Point. Bon. Alors, j'ai eu la grande chance d'avoir eu un énorme soutien par beaucoup de commissaires, dont votre commissaire français, Michel Barnier, qui a vraiment bataillé avec moi. Et c'était aussi très symbolique de la conférence de presse que j'ai donnée
à la fin, lorsqu'il y a eu unanimité ou consensus, disons-le comme ça, au collège sur la proposition, la conférence de presse, je l'ai faite ensemble avec un homme, avec Olli Rehn, commissaire aux finances et à l'économie. Aussi pour montrer que ce n'est pas seulement une question de société, c'est aussi une question d'économie. Parce que nous perdons la substance et nous perdons la capacité intellectuelle de ces femmes. 60% des universitaires, de ceux qui finissent l'université, sont des femmes et nous ne les retrouvons pas dans notre substance économique. C'est absolument fou. Je crois que je n'ai pas besoin de vous persuader maintenant où et comment va-t-on avancer. Dans tous les parlements nationaux, maintenant, il y a la discussion, est-ce que ce que j'ai mis sur la table est correct point de vue subsidiarité. Il y aura probablement les Britanniques et autres Suédois qui vont introduire une plainte en subsidiarité. Je compte sur les autres qu'ils vont déposer un accord sur la question de subsidiarité pour que la chose ne soit pas bloquée maintenant par les parlements nationaux. Vous savez que le Parlement européen, dans sa très grande majorité, soutient le projet. Il y a beaucoup d'États membres qui soutiennent le projet. Il y a des États membres qui avaient des doutes, mais qui sont en train de basculer parce qu'ils avaient beaucoup de doutes sur un texte qui n'existait pas. Et maintenant, ils ont un texte devant les yeux qu'ils commencent à lire. Donc, c'est déjà un grand progrès. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Ce texte ne fixe pas un quota dans le sens que vous l'avez fixé dans votre loi en disant il faut 40%. Ce texte fixe le chemin pour arriver aux 40% jusqu'en 2020 et dit que les entreprises c'est l'article 4, 1, 2, 3. Vous n'avez qu'à lire ces articles pour comprendre que ce qui est dans le texte. Oui, je cite par peut-être, mais c'est l'article 4. Bon, regardez un peu. Qui dit donc une entreprise qui n'a pas 40% de femmes, une entreprise cotée en bourse, ne sont que celles-là. Là, on est d'accord. Donc, il n'a pas les 40% de femmes dans les conseils d'administration non exécutifs, doit, lorsque un poste se libère, avoir un processus de sélection très transparent et à qualité égale engager la femme. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans notre texte. Si une entreprise n'applique pas cette procédure transparente où la Cour nationale doit pouvoir intervenir lorsqu'il y a non-application et où les gouvernements doivent fixer les sanctions donc pas les sanctions en 2020, mais les sanctions à partir de 2016-2017, lorsque cette loi sera en vigueur. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'était comme tous les textes, le texte est en codécision. Donc, devant le Parlement européen, devant le Conseil des ministres, je vais informer le Conseil des ministres en décembre. Et puis, les deux institutions en codécision doivent trouver un accord sur le texte. Je suppose que le Parlement va vouloir aller beaucoup plus loin que mon texte, et je suppose que mon texte va beaucoup trop loin pour certains États membres. Donc, c'est dans ce contexte de la codécision que la chose va se jouer si, et ça je l'espère, et je le prévois, il n'y a pas de blocage du texte au niveau des parlements nationaux d'ici au 15 janvier. Merci bien. Alors, Marietta Karamanli.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y a beaucoup de questions et les sujets, Madame la Vice-Présidente, sont très importants. Je me profite seulement de votre présence. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer dans votre bureau sur les questions du parquet européen. Et prochainement, dans notre Assemblée, dans nos commissions, nous aurons aussi à donner un avis sur la question de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. En gros, finalement, aujourd'hui, nous arrivons à cette variante, puisque au départ, il y a eu plusieurs possibilités et demandes de la part des parlements nationaux pour que le parquet européen soit beaucoup plus large et que ça corresponde plus aux conclusions de Stockholm. Aujourd'hui, nous arrivons finalement plus sur la protection des intérêts financiers de l'Union, mais nous souhaiterons savoir comment ces travaux avancent et si effectivement vous pensez à un moment donné intégrer dans cette préoccupation aussi la question de la lutte contre la grande criminalité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, vous l'avez abordé, c'est la question des données personnelles. Nous avons eu l'occasion de rendre une résolution, Vous avez pris comme exemple, par ailleurs, parallèlement, toute la question des consommateurs, sur lequel il y a eu un travail très important, une négociation, une discussion longue, mais en tout cas qui aboutit à une harmonisation maximale, protectrice des acquis des consommateurs. Aujourd'hui, il y a deux questions, les questions des données personnelles, mais les questions aussi de droit européen commun de la vente, qui soulèvent des interrogations. Sur la question des données personnelles, par exemple, il y en a plusieurs, je laisse pour d'autres collègues, la question des transferts des données personnelles, qui nous interroge en termes de protection de ces données, lorsque les entreprises ont la possibilité de les transférer vers des pays tiers, dont les garanties, en tout cas le niveau de protection n'est pas maximal, d'une certaine manière. Et en lien aussi, je dirais, sur ces données personnelles, par exemple, le critère du lieu de résidence habituel du citoyen, pourquoi n'est pas pris comme, et c'est le cas pour le droit de consommation, donc dans le cadre de la réflexion de la directive qui a été prise précédemment en matière de consommation. Enfin, le dernier aspect, c'est la question des Roms. Madame la Présidente l'a soulevé tout à l'heure. C'est une question sur laquelle vous êtes exprimée à plusieurs reprises. Ma question est simple. Est-ce que finalement, vraiment, quand on regarde les différentes études, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de financements, parce que des financements existent au niveau européen. Il y a une volonté européenne de travailler sur l'intégration des Roms. Et on s'aperçoit que finalement ces fonds ne sont pas utilisés par les États. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la Commission et pour l'Union européenne de s'en saisir directement, ou est-ce qu'effectivement, puisque dans matière bilatérale, on continue à fonctionner avec les pays qui sont concernés par cette question, ou on travaille aussi sur le sujet de une solidarité, y compris pour les pays qui n'accueillent pas des Roms. Voilà, pour résumer vraiment sur ces trois sujets. Merci. Une parlementaire, 3 questions. Donc du coup, Jacques Bompard. Madame la Présidente, Monsieur le Président, on parle beaucoup de droit dans notre Assemblée et il me semble que ce terme est en train de changer de sens et même qu'il est en train d'être divinisé. Or, dans toutes les constitutions de notre pays, il y avait une adéquation entre les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, les devoirs disparaissent. Et je pense que c'est un danger, cette idéalisation est un danger, parce qu'il existe des individus qui nient totalement notre conception du droit et même notre conception de la vie. Et je crains qu'il y ait une inadaptation de la société à pouvoir réagir vis-à-vis de ces individus-là. Et j'en citerai potentiellement un exemple.
j'apprends hier qu'il y a un viol par minute en France, ce qui est une atteinte aux droits des violés tout à fait exorbitant. Et je serais curieux de savoir combien de viols sont dus à des récidivistes dont la défense des droits a, si j'ose dire, hélas, très bien, trop bien fonctionné. Et on peut multiplier les exemples similaires, et je crois qu'il est de notre devoir d'analyser la société à travers cela, parce que c'est vrai qu'on peut être angéliste, mais hélas, les individus ne sont pas des anges, et notre société n'est pas angélique. Lionel Tardy. Pardon, merci. Moi, je voudrais revenir sur le critère d'établissement principal. On a été alerté par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, puisque ce critère définit comme le lieu où sont prises les principales décisions quant aux finalités, aux conditions et aux moyens de traitement. Et ce terme est source de difficultés juridiques. Il retient une approche traitement par traitement, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir potentiellement autant d'établissements principaux que de traitements. Ça pose un problème. Il implique également une interprétation de faits sujette à interprétation et débat, et donc synonyme d'insécurité juridique pour le citoyen, l'entreprise et l'autorité de contrôle. Par ce système, les autorités de protection ne seraient plus que de simples boîtes aux lettres dénuées de toute compétence, puisque le projet de règlement confère la compétence exclusive à l'autorité du pays où est établi l'établissement principal de l'entreprise. Elle n'aurait pas la compétence pour traiter les plaintes des citoyens de leur pays à l'encontre d'entreprises dont l'établissement principal est situé sur le territoire d'un autre État membre. Elle ne pourrait dès lors que transmettre à l'autorité compétente les plaintes qui leur auraient été adressées par les citoyens de leur État membre et perdrait toute souveraineté en la matière. Ce dispositif ne permet pas de rapprocher les citoyens des autorités de protection, puisque ceux-ci devront, dans beaucoup de cas, saisir une autorité parfois située à des milliers de kilomètres de chez eux, en utilisant une langue étrangère, comment ils vont faire, qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. En outre, en cas de recours administratif, l'autorité territorialement compétente serait celle de l'auteur potentiel de la violation et non celle du citoyen victime potentiel. Enfin, cette solution risque de conduire à un recours croisé des autorités les unes contre les autres et de conflits de juridiction. Le citoyen pourra continuer à saisir concomitamment sa juridiction nationale. Donc, c'est un problème qu'on a abordé avec la Commission nationale informatique et liberté, qui propose un certain nombre de réponses. Je ne vais pas vous les donner parce qu'il me faudra un temps de parole, Monsieur le Président, de 5, 6, 10 minutes. Je peux effectivement vous les donner à la fin de la réunion. Mais la CNIL, notamment, la Commission nationale et informatique et liberté, propose un certain nombre de corrections qui permettent, tout en gardant l'esprit que vous défendez, la volonté de la Commission européenne de simplifier considérablement le cadre juridique applicable, mais apporter certaines dispositions qui permettent d'apporter une réelle solution pour tous. Merci. Je vais donner la parole à Laurence Dumont, qui siège à la CNIL, et je pressens qu'elle va aborder le même sujet. Oui, merci Monsieur le Président. C'est effectivement sur les mêmes sujets, donc c'est peut-être mieux d'enchaîner. Effectivement, vous êtes revenue, Madame la Vice-présidente, sur le fait que la protection des données personnelles est effectivement un enjeu essentiel qui nous concerne tous, qui est inscrit dans les traités, etc. Et le défi qu'on doit relever, c'est effectivement d'assurer la protection optimale, vous avez utilisé ce terme-là, des données personnelles des citoyens, compte tenu de l'augmentation de l'inquiétude de ceux-ci d'ailleurs, mais sans enrayer, empêcher le formidable développement économique du numérique. Donc c'est vrai que la ligne de crête est pas facile. Je vais aller plus vite puisque Marietta et Lionel Tardy ont déjà évoqué la question du critère de lieu de résidence habituel, mais c'est vrai que c'est une interrogation qu'on a de comprendre pourquoi la Commission a privilégié donc, dans son projet de règlement ce critère de lieu de résidence habituel, n'a pas privilégié le critère du lieu de résidence habituel, comme ils l'ont dit, c'est le cas en matière de consommation. Et d'une certaine façon, on peut se demander pourquoi le consommateur européen serait mieux protégé que le citoyen européen. Et le système qui est défendu par la Commission, dans lequel, par exemple, un citoyen français devrait engager un recours auprès d'autorités d'autres États membres, c'est vrai, semble éloigner, en tout cas, la possibilité de recours
et rendre plus difficile ce pouvoir de recours des citoyens à l'encontre de décisions situées à l'étranger. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, toujours à propos de votre projet de règlement, ça a été évoqué aussi, c'est la question du droit à l'oubli. Alors, dans le droit français, il est reconnu de fait par la loi Informatique et Liberté de 1978, puisque cette loi reconnaît aux citoyens le droit d'opposition, de rectification et même de suppression. Mais on voit bien qu'il faut aller plus loin et être plus ambitieux que ça, et que le texte de règlement devrait prévoir, et c'est pas simple, une obligation au déréférencement par les moteurs de recherche. Parce que sinon, concevoir un droit à l'oubli qui permette l'effacement des données sur Internet, alors que ces données personnelles peuvent être recopiées et reproduites à l'infini, est un droit qui est un droit sur le papier seulement. On sait bien que les moteurs de recherche sont la principale clé d'entrée pour rechercher des données personnelles sur Internet. Donc, voilà mes deux questions précises qui appellent, j'espère, des réponses précises, parce qu'encore une fois, en particulier sur le deuxième point, si on n'est pas plus ambitieux, on reste à un droit qui va être énoncé, mais qui ne sera pas opérationnel. Je vous remercie. Si vous le permettez, Madame, Monsieur le Président, je vais répondre tout d'abord à la question des données personnelles. Parce que là, franchement, je crois qu'il y a des clarifications à faire. Parce que ce que vous venez de dire est effectivement la directive de 95, comment elle fonctionne. Et je vais vous donner un exemple très concret qui nous a amené d'ailleurs, cet exemple, à changer complètement de cap et à proposer le contraire de ce qui est maintenant en place par la directive de 95. Le fameux étudiant autrichien qui avait un problème avec Facebook. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, il a dû aller en Irlande pour, auprès du régulateur des données personnelles irlandais, essayer d'avoir son droit, avec toutes les difficultés que vous vous imaginez. Heureusement, c'était un étudiant en droit, donc il s'est fait un malin plaisir aller jusqu'au fond, avec des résultats pas très concluants. Et c'est justement des histoires comme celle-là qui nous a dit qu'on ne peut pas continuer dans la manière avec laquelle aujourd'hui fonctionne la législation sur la protection des données. Il faut complètement réformer cela. Donc si je dis une règle, ça veut dire la même règle en Autriche et en Irlande, pour rester sur cet exemple. Et un régulateur, toujours le régulateur du lieu de résidence habituel du citoyen. Donc pour l'étudiant autrichien, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il s'adresse à son régulateur autrichien. Et c'est le régulateur autrichien, sur base d'un droit identique en Autriche et en Irlande, qui, avec le régulateur irlandais, essaye de résoudre le problème. S'il arrive à résoudre le problème, c'est bon, il informe l'étudiant autrichien de la chose. S'il n'arrive pas à résoudre le problème, à ce moment-là, il y a le système qui se met en place, le groupe de l'article 29 aujourd'hui, c'est-à-dire la réunion des régulateurs de tous les pays membres, qui va être changé en un autre groupe, mais qui aura la fonction à ce moment-là de faire de sorte à ce que les problèmes transfrontaliers puissent se régler avec un accord, mais beaucoup plus facilement vu qu'il n'y a plus de différence de loi. Donc il n'y a plus quelqu'un qui peut se réfugier dans un État membre qui a une loi moins stringente que dans un autre État. Donc pour le citoyen,
ce problème est réglé. Maintenant, pour l'entreprise, le problème est réglé de la même façon. Une entreprise aura un lieu d'établissement principal et elle devra en avoir un, même si c'est une entreprise dont la maison mère est à Honolulu. Elle devra avoir en Europe, n'importe où, dans l'endroit qu'elle choisit, cette entreprise, avoir un établissement principal, et c'est là où le régulateur est responsable de réguler cette entreprise sur base d'un droit qui est le même dans tous les pays. Donc, de nouveau, l'entreprise n'a plus intérêt à se réfugier dans un pays niche. Ceci donc pour la manière avec laquelle cela va fonctionner. Un problème beaucoup plus difficile à résoudre est celui du transfert des données personnelles vers un pays tiers. Vous savez qu'on a, on a pas mal d'accords internationaux qui sont pour la plupart des accords bilatéraux. Il y a des centaines d'accords bilatéraux entre les États membres et des pays tiers, des accords qui souvent ont été faits à une période où la sécurité, l'aspect sécurité comptait plus que l'aspect droit. Beaucoup de choses nous viennent encore de l'époque de septembre, hein, et tout ce qui s'est passé après, où on a, pour des raisons compréhensibles, un peu éliminé les questions de droit pour surtout se concentrer sur des questions de combattre la criminalité, le terrorisme, pas la criminalité, le terrorisme avant tout. Aujourd'hui, selon le nouveau traité, c'est la Commission européenne qui est responsable des traités internationaux. Ce sont des traités entre l'Union européenne et un pays tiers. Dans la difficulté, je suis en train de négocier de tels accords bilatéraux en matière de protection des données personnelles et sous une pression énorme parce que notre manière de voir les choses, avec cet équilibre que nous voulons entre droit et sécurité, n'est pas la même manière de voir d'autres continents. Et donc, pour le dire clairement, les négociations avec les États-Unis sont extrêmement laborieuses et extrêmement difficiles. Elles pourraient être terminées depuis longtemps si j'avais tout simplement abandonné les droits. Je n'ai pas le droit d'abandonner les droits, tout primo parce que j'y crois, et secondo parce que nous avons des traités et nous avons la charte, et nous avons de la législation. Voilà, donc là, nous essayons d'aménager aussi avec des éléments qui puissent aller dans la bonne direction avec les binding corporate rules, excusez-moi, je ne sais pas comment ça se dit en français, binding standard contract clauses, adequacy systems, etc., etc. C'est très compliqué, mais sur base de nos règles européennes pour ces questions de transfert. Je crois que ça, c'était sur les données personnelles. La question du parquet européen. Toutes ces questions de droit pénal qui sont fortement ancrées dans l'entendement des États sont des questions extrêmement délicates. On ne peut pas, en matière de réforme, par exemple des définitions sur le droit pénal ou de sanctions, avancer
massivement dans une certaine direction, les États membres ne suivraient jamais. C'est la raison pour laquelle j'essaye de faire cela au pas par pas. Et on a commencé par des législations sur lesquelles, si je comprends bien, vous travaillez, c'est-à-dire les intérêts financiers du budget européen, où ensemble avec le commissaire Šemeta, j'ai proposé une directive sur les définitions et les sanctions en matière de fraude, du droit pénal matériel. Il y aura aussi la même chose qu'on va sortir sur les contrefaçons de l'euro. Donc très clairement, on s'en tient au budget européen et à la fraude contre le budget européen. Et on essaye d'y ajouter par étapes aussi un parquet européen pour justement mettre en pratique ceci. Je sais que la France nous aide beaucoup, mais je n'ai pas seulement la France dans cette Union européenne. J'ai des pays qui sont très difficiles en la matière. Je préfère donc avancer pas par pas pour pouvoir avoir un parquet européen sur un sujet qui n'est pas discutable en fait, hein, mais qui sera quand même discuté. Donc je vais faire des propositions en 2013. Ces propositions devraient être acceptées à l'unanimité. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je prévois qu'il n'y aura pas d'unanimité. Et donc, c'est vraiment une question où il faudra faire une coopération renforcée. Alors, je ne commence pas avec la coopération renforcée. Hein. J'y vais avec mon texte en 2013 pour un parquet, mais quelque chose qui se tient et qui ne sera pas opposé en plus par ceux qui pensent qu'on va trop loin. Moi, je suis personnellement convaincue que ce parquet européen, très bientôt, devra bien sûr s'occuper de la criminalité transfrontalière qui n'est pas liée au budget de l'Union, donc à l'argent du contribuable, mais essayons de faire ça raisonnablement, point par point. La question des Roms. Tout le monde se rappelle les problèmes que j'ai eus avec la France sur base de non-application de la directive libre circulation, la directive de 2004. Et là, j'aurais voulu dire à votre collègue qui est parti que cette directive prévoit très bien les droits des individus à la libre circulation, mais aussi les devoirs des individus à la libre circulation. Non, votre collègue avait posé la question droit divinisé et plus de devoirs. Oui, donc, ça c'est une réponse que je lui aurais donnée à ce moment-là s'il était encore présent. On les transmettrait. Donc c'était très clair que la France à ce moment-là n'avait pas mis les droits dans le droit national. Bon, ce problème est réglé. Donc, aujourd'hui, la France a correctement transposé la directive libre circulation. Ce qui n'a pas résolu le problème de base, le problème des Roms. Ça a résolu le problème des Roms qui sont évincés du territoire français. Hein, parce que maintenant, c'est l'individu qui est évincé sur base d'une décision de justice. Mais les Roms qui sont ici et leur insertion, c'est là où le bas blesse. Et c'était à ce moment-là aussi, vous vous rappelez, où j'ai posé sur la table de la commission un cadre pour des plans d'action nationaux. Tous les États membres ont remis leurs plans d'action nationaux.
sur les sujets principaux de l'intégration des sociétés roms, parce que c'est un problème dans tous les États membres, plus ou moins grand. Hein, il y a des États membres qui en ont plus que d'autres, mais c'est un problème partout. Alors, donc le cadre pour des stratégies nationales, tous les États membres nous ont remis des stratégies nationales, logement, éducation, travail, santé. C'était ces 4 points. Qu'est-ce que nous faisons maintenant avec ces stratégies nationales? Eh bien, tous les ans, il y aura un rapport au Parlement européen sur l'application des stratégies nationales dans les États membres. Mais qu'est-ce que je fais si un État membre n'applique pas sa stratégie? Et ça, c'est une question maintenant de prérogative. Je n'ai aucun droit européen qui me permet d'intervenir sur le logement, sur la santé, ni sur l'éducation. C'est la subsidiarité qui joue en ce sens. Mais on peut aider. On peut aider. Et c'est là, on a par exemple le commissaire aux fonds régionaux a changé les règles sur l'utilisation de ces fonds régionaux pour que ces fonds régionaux puissent être utilisés aussi pour le logement, qui n'était pas prévu dans les fonds régionaux. Donc, je ne veux pas aller maintenant dans les détails, seulement vous dire comment on continue le travail. Donc, le rapport, c'est quelque chose sur base du cadre stratégique, mais en même temps, j'ai demandé au groupe... j'ai toujours des problèmes avec... Point de contact. Chaque État membre doit avoir un point de contact pour les Roms, donc les points de contact se retrouvent à Bruxelles pour échanger leurs problèmes et aussi leurs sujets qui marchent bien. J'ai demandé à quelques États membres de créer un groupe pionnier. La France est dans ce groupe pionnier aussi pour faire des échanges avec ce qui marche et ne marche pas, pour m'aider à faire une recommandation au Conseil. Donc, je veux aller un pas plus loin et faire une recommandation au Conseil parce que sinon, ça n'avance pas assez dans l'intégration des Roms. Vous êtes tous des politiques. Et j'en suis un aussi. Et donc, vous savez très très bien que ce n'est absolument pas populaire de travailler sur l'insertion des populations roms. Et ce n'est populaire dans aucun des États membres. Et plus la crise avance, moins ça devient populaire. Et plus les problèmes augmentent parce qu'il y a d'autres pans de la société qui entrent dans une grande pauvreté. Regardez ce qui se passe dans les pays du Sud, c'est très grave. Donc là où on peut aider, et c'est ce qu'on a mis aussi sur la table avec le nouveau budget, c'est d'avoir des fonds sociaux qui soient plus adaptés pour que les États membres utilisent ces fonds sociaux pour ces franges de la société, pour qu'il y ait des fonds régionaux qui soient plus adaptés et pour que l'inclusion sociale, par exemple, représente 20% de la dotation du Fonds social européen. Et là, les Roms sont inclus et la conditionnalité ex ante à la mise à disposition des fonds serait à ce moment-là une stratégie nationale en la matière. Donc vous voyez, avec la manière soft que j'ai pour aider dans ce sens-là, parce que je ne peux pas faire des lois, je ne peux pas légiférer sur des domaines qui sont de la responsabilité nationale. Je pousse quand même pour que ce dossier ne soit pas oublié et pour qu'il y ait des solutions en positif et pas seulement des solutions en répressif.
Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'ai lu cet article aussi aujourd'hui dans le Monde du défenseur des enfants qui dit que la création d'un droit au déréférencement, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que je devrais analyser ensemble avec le Parlement européen. Vous savez que le texte maintenant est entre les mains du Parlement européen et entre les mains des gouvernements du Conseil. D'ailleurs, le Parlement avance beaucoup plus vite que le Conseil. Il faudra vraiment pousser les États membres à être constructifs et positifs en la matière, surtout les États membres qui sont pour. Parce que moi, j'ai parfois l'impression que les États membres dont on a repris les éléments très forts de la législation nationale, en demandant maintenant plus, ça fait un groupe d'États membres qui ne sont pas pour. Donc encore une minorité d'États membres qui sont pour, on va perdre cette législation au Conseil. C'est une mise en garde que je vous lance, de travailler vraiment aussi, pas seulement au Conseil, mais aussi avec les collègues du Parlement européen. Et on a de très bons rapporteurs au Parlement européen sur le très constructif. Comment résoudre des problèmes qui sont parfois des problèmes de phraser, d'avoir d'autres mots, parce qu'on veut la même chose, in fine. Donc c'est un travail non pas de la manière avec laquelle idéologiquement on approche, c'est un travail sur les textes avec quelques changements de texte pour arriver à des textes qui soient plus opérationnels et plus probants. Chantal Guittet. Oui, je voulais, Madame la Vice-présidente, je voulais intervenir sur la proposition de droit commun européen de la vente, qui pour moi soulève énormément d'inquiétudes. J'ai l'impression que cette directive va à l'encontre de l'harmonisation qui était sous-entendue par la directive des droits des consommateurs. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un retour en arrière, puisque le recours à un instrument optionnel va entraîner sans doute une complexité dans l'environnement juridique, mais ça voudra dire que le même droit ne s'appliquera pas pour tous les produits. Donc, pour les consommateurs, je pense que c'est pas une avancée, mais plutôt un recul. La deuxième interrogation que j'ai, c'est sur la légitimité démocratique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Parlement français, de nombreuses associations et le gouvernement consulté sur ce projet ont émis des grandes réserves. Donc en fait, je pense qu'en matière de droit de la consommation, il y a encore des avancées à faire. Je pense que ce n'est pas en prônant un instrument optionnel comme alternative à une méthode traditionnelle législative, mais justement en faisant des avancées dans le domaine législatif. Et je pense que toutes les propositions qui vous ont été faites lors de ces discussions méritent d'être examinées. Et moi, j'aimerais donc que l'on tienne compte des différentes propositions et qu'il y a une solution alternative à ce droit commun européen, c'est d'aller plus en avant, donc vers le droit législatif traditionnel, et donc d'écouter les parlementaires. Moi, je me réjouissais d'avoir entendu votre commissaire à la consommation en octobre qui disait qu'il fallait donner plus de poids aux parlements nationaux avant qu'ils ne démissionnent. J'aimerais que cette option ne reste pas un vœu pieux. Voilà, je vous remercie. Madame Zimmermann. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, d'abord, Madame la Commissaire, je tiens à vous remercier parce que nous avions eu l'occasion, avant que la loi soit votée, de nous rencontrer et j'avais senti à la fois votre détermination, votre volonté de la faire avancer au niveau du Parlement européen. Alors, j'ai suivi un petit peu l'évolution de votre travail
Et comme vous l'avez souligné, oui, et je l'ai eu la semaine dernière avant de vous envoyer un courrier, lorsque j'ai vu que ça pataugeait un petit peu, j'ai eu Michel Barnier qui m'a assuré effectivement qu'il vous soutenait complètement dans ce combat, ce qui m'a un petit peu rassuré, parce que ce n'était pas forcément évident et ce n'était pas les échos que j'avais eus à différentes reprises. Alors, lorsque vous avez répondu à ma collègue Pascale Crozon, vous avez effectivement évoqué le fait que vous aviez présenté un texte avec un article qui était certes un article où vous imposiez une obligation. Alors, j'ai cru comprendre dans les réponses que vous avez faites sur d'autres questions que pour vous, c'est un premier pas et que progressivement, vous espérez que votre texte ira plus loin. Parce que je sais que certains pays ne sont absolument pas favorables à une loi sur ces 40%. Et je souhaiterais, si vous voulez, savoir si et quel rôle peut jouer peut-être le Conseil de l'Europe dans ce travail, tout simplement parce qu'au sein du Conseil de l'Europe, donc où je siège, et au sein de la Commission sur l'égalité des chances, c'est un texte qui a fait l'objet d'une communication, je crois, à la session du mois de juin, et où j'ai senti, au niveau de la présidence notamment de la Commission de l'égalité des chances, là aussi une volonté de faire avancer la législation dans d'autres pays en dehors donc de l'Union européenne. Et je reste convaincue que s'il n'y a pas vraiment, disons, une obligation très ferme, je dirais que ça se termine toujours en bonne intention, parce que vous savez qu'en France, on a légiféré sur les 40% dans les conseils d'administration des sociétés cotées, mais nous avons heureusement, avant la fin de notre mandat, poursuivi, je dirais, le travail en faisant voter une loi sur les 40% dans la fonction publique. Parce que là aussi, j'y tenais beaucoup. Tant que l'État, dans un pays, n'est pas exemplaire, on peut toujours imposer aux entreprises. Si nous-mêmes, si l'État n'est pas exemplaire, ça ne sert strictement à rien. Donc là aussi, envisageriez-vous de faire évoluer au niveau du Parlement européen, au niveau de vos directives, une législation sur la fonction publique dans l'ensemble des pays européens? Seba Dagoma. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais vous interroger sur une question qui me préoccupe beaucoup, qui est celle des mineurs isolés étrangers. Alors que les États membres se sont engagés à établir un régime d'asile européen commun, l'adaptation des procédures et des pratiques pour les mineurs isolés étrangers reste un enjeu majeur. Cette population très vulnérable nécessite un dispositif adapté. Des questions comme la représentation légale, l'assistance pendant la procédure ou les conditions de l'entretien sont primordiales pour assurer la protection de ces derniers. Pouvez-vous nous donner des éléments sur les récentes avancées en la matière et sur les négociations en cours? Plus particulièrement, le règlement Dublin II fait l'objet de nombreuses critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme. Il prévoit notamment le transfert des demandeurs d'asile vers l'État membre par lequel ils sont entrés. Et concernant les mineurs isolés étrangers, ces transferts posent un certain nombre d'interrogations, leur mise en œuvre variant d'un pays à l'autre. S'agissant des pays qui l'appliquent, se posent différentes questions: les délais d'information des mineurs avant le transfert, l'accompagnement durant le dit transfert ou encore le suivi des mineurs après leur retour. Et cette situation est inacceptable et donc j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Je vous remercie. Il me reste 3 collègues, Paul Molac, Axel Lemaire et Jacques Valax. Paul. Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Donc je rejoins complètement Madame Zimmermann dans ses propos, puisque
avec un certain nombre de parlementaires, nous avons signé un texte qui sera donc envoyé à la Commission. Et donc nous espérons qu'effectivement, il y aura plus de femmes dans les instances européennes désormais. Une autre chose, oui, sur la protection des données personnelles, bon, votre réponse n'a pas forcément dissipé un certain nombre de doutes, mais bon, je m'en contenterai. Je voulais attirer votre attention par ailleurs sur le mandat d'arrêt européen, puisque dans un certain nombre de cas, comme par exemple dans la qualification de terrorisme, on peut très bien avoir, il n'y a pas besoin de la double incrimination. Or, nous avons eu un cas il n'y a pas si longtemps en France où quelqu'un a subi un mandat d'arrêt européen, et ce mandat d'arrêt, pour la bonne raison qu'elle était membre d'un parti politique interdit en Espagne, et ça suffisait effectivement à son arrestation, mais ce parti politique est autorisé en France. Donc là, on pourrait, d'une part, si vous voulez, poser des doutes quant à la qualification de terrorisme, puisque ce serait d'un côté de la frontière ça l'est, de l'autre ça ne l'est pas, et se demander si la double incrimination ne serait pas en fait quelque chose de bon, y compris pour le terrorisme. Enfin, et dernière chose, je vais m'écarter peut-être du sujet, mais le président de la République a décidé d'ouvrir un nouveau champ, j'allais dire, de droit en France qui n'existait pas, c'est-à-dire celui sur les langues minoritaires et régionales, puisque jusqu'à maintenant, notre pays ne contrevenait certainement pas au droit européen, puisqu'il n'y avait rien. Donc, nous nous félicitons effectivement que le président de la République ait annoncé qu'il mettrait en place des procédures pour la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires, et à la suite, certainement, une déclinaison dans le droit national. Alors, je suppose que la Commission se félicite également de cette prise de position. Merci. Axel Lemaire, puis donc Jacques Valax, qui sera le dernier intervenant. Oui, Madame la Commissaire, merci de votre présence parmi nous. Alors, ma question porte également sur le mandat d'arrêt européen, en particulier à la lumière de l'affaire Aurore Martin, mais peut-être plus largement dans le cadre d'une réflexion globale sur l'efficacité de ce mécanisme d'entraide et de coopération judiciaire. Vous savez que le mandat d'arrêt existe déjà depuis 10 ans, depuis que cette décision cadre a été approuvée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Et elle permet à chaque autorité judiciaire nationale de reconnaître une demande de remise de personnes émanant d'un autre État membre de l'Union afin d'exercer des poursuites pénales ou de faire exécuter une peine. Alors, 32 infractions sont couvertes, dont l'infraction de terrorisme. Et dans les 5 dernières années seulement, ce sont presque 55 000 mandats d'arrêt qui ont été émis et près de 12 000 mandats qui ont été exécutés. Donc au plan strictement opérationnel, on peut considérer que c'est une technique qui fonctionne bien. Si l'on compare le délai mis par les autorités britanniques, par exemple, pour renvoyer à la France l'auteur des attentats commis dans le métro de Paris, Saint-Michel, c'était 10 ans. Après le mandat d'arrêt et les attentats dans le métro de Londres, quelques jours seulement ont suffi pour que l'Italie renvoie vers le Royaume-Uni un auteur d'un attentat terroriste. Alors, ce qui apparaissait comme une technique très innovante au moment de sa création, aujourd'hui est mise en cause parfois à la lumière de l'utilisation qui peut en être faite. Et les députés européens ont récemment posé une question à la Commission en estimant que cette technique est de plus en plus sollicitée pour des infractions mineures, ce qui entraîne des violations disproportionnées des droits fondamentaux des personnes concernées. Donc, dans cet arbitrage difficile entre l'efficacité procédurale, la lutte contre la criminalité, puisque ce sont des criminels, des trafiquants de drogue, des violeurs, des pédophiles et des braqueurs qui sont le plus souvent concernés par ces mandats d'arrêt. Donc, dans cet arbitrage difficile entre efficacité procédurale et respect des droits fondamentaux, comment se
positionne la Commission? Une réflexion a-t-elle été engagée pour revoir, réformer le mandat d'arrêt européen? Alors, et puis, je triche un peu puisque j'ai non pas une seconde question, mais une sous-question ou une question bis qui concerne cette fois les annonces du Royaume-Uni concernant un éventuel opt-out du pilier JAI, Justice et Affaires intérieures, puisque Theresa May, la ministre de l'Intérieur, a évoqué cette possibilité de se retirer totalement dans un premier temps et puis ensuite éventuellement de réadopter certaines dispositions spécifiques à la coopération judiciaire, dont le mandat d'arrêt européen, puisque aux yeux des eurosceptiques britanniques, c'est la mesure phase très contentieuse et puis beaucoup de Britanniques souhaiteraient revenir au principe de la non-extradition des nationaux et ils ont une lecture qui est très marquée par leur histoire bilatérale avec les États-Unis. Donc ils ne font pas de différence entre les États-Unis et l'espace de mobilité au sein de l'Union européenne. Quelle sera là aussi la position de la Commission vis-à-vis de ces tentations de retrait d'un État important dans l'Union européenne? Merci. Oui, très rapidement, madame. Donc, ma question me concerne initialement le sujet des Roms et de la Roumanie. Donc, les Roms, vous avez répondu très précisément sur ce sujet, en apportant des réponses qui, je le crois, étaient très circonstanciées. Je tenais à vous remercier pour votre précision. Reste la question relative à la Roumanie. C'est vrai que dans ce pays, il existe quand même une spécificité qui me paraît reconnue par tout le monde. Et je m'interroge pour savoir, dans la mesure où il existerait, je parle conditionnel, toujours dans ce pays, une véritable discrimination, pour ne pas dire un ostracisme à l'égard d'une catégorie de population dont on a parlé, s'il ne serait pas possible que la communauté, la Commission européenne envisage une politique plus coercitive en la matière. Vous avez parlé tout à l'heure d'une politique soft, et je souhaiterais savoir s'il n'est pas possible que vous puissiez envisager une autre forme de politique plus intrusive et qui permette justement, puisque vous l'avez rappelé vous-même, une application beaucoup plus stricte de la Charte des droits fondamentaux. Merci. Très brièvement, peut-être en commençant par la Roumanie. Vous savez que c'est un pays qui est encore sous le mécanisme de coopération et de vérification. Et ce n'est pas seulement le fonctionnement de la justice, c'est aussi les questions de corruption et les questions de minorité. Vous savez que la Commission européenne n'a pas éliminé le CVM ni pour la Roumanie ni pour la Bulgarie. Nous allons faire notre prochain rapport après les élections de décembre. Nous aurions dû le faire en décembre. Nous ne voulons pas intervenir dans la campagne électorale, donc nous allons le rendre tout au début 2013. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et vous m'avez entendu en été sur la question du démantèlement de la justice dans ce pays-là. La question du droit à la vente, Madame a absolument raison, ce n'est pas de l'harmonisation. Et justement, je suis allée dans une voie, il faut être clair. La législation que j'ai faite sur la protection du consommateur, et c'est moi qui fais la législation sur la protection des consommateurs, elle est de l'harmonisation pure. Et on est allé aussi loin qu'on pouvait en matière de directive, en matière de protection de consommateurs. Donc là, il y a une nouvelle directive et un renforcement aussi pour la France des mesures de protection des consommateurs. Mais c'est à ce moment-là, quand on travaillait sur cette question, qu'on a très bien vu que l'harmonisation totale a ses limites en matière de protection des consommateurs. Et qu'un des problèmes, justement, pourquoi il y a des dysfonctionnements ou des non-fonctionnements. Dysfonctionnement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, il y a tout simplement des non-fonctionnements. Rien ne marche. C'est ce droit à la vente. Alors, j'ai analysé les droits à la vente nationaux. J'ai vu que le problème n'est pas là. Pas un problème sur le droit à la vente français ou luxembourgeois ou espagnol. C'est un problème d'application du droit de la protection des consommateurs 27 fois
selon les législations nationales si on veut utiliser le territoire européen comme un territoire de vente d'un produit. Et c'est là où le bas blesse. Alors, pour la première fois, j'ignore complètement, c'est pour ça que ça déstabilise tellement. J'ai aussi fait cette expérience. Si on fait les choses comme elles ont toujours été faites, c'est bon, même si on y va très fort. Mais si on fait une proposition complètement différente de ce qui s'est jamais fait jusqu'avant, alors là, ça pose problème. Qu'est-ce que je fais là? Je n'harmonise pas, mais je mets à la disposition un système, pas pour les ventes à l'intérieur de la France, mais pour les ventes à l'extérieur de la France, et seulement pour celles-ci, et au choix des contractants, c'est-à-dire du consommateur et de l'entreprise qui offre des produits ou des services. Alors, est-ce que c'est un recul pour le consommateur? Non, bien au contraire, parce que le consommateur a la possibilité d'acheter comme il veut, et s'il le veut, sous droit français en France, point à la ligne, ou sinon sous droit polonais en Pologne, mais avec toutes les difficultés, parce qu'il va devant quelle cour s'il a un problème? Moi, je veux donner à ce consommateur la possibilité, quand il est consommateur français, de s'adresser à une cour française quand il a un problème en Pologne. C'est un net avancé pour les consommateurs, une très nette avancée. C'est un texte compliqué parce que le droit des contrats est très compliqué. La question de la légitimité juridique a été discutée dans long et en large. Je pense que cette question n'est plus à l'ordre du jour du tout. Ça a été clarifié. Mais la complexité juridique réside dans le fait que le droit des contrats est complexe et que ce sont très peu d'avocats qui connaissent le droit des contrats international. La plupart des avocats connaissent leur droit des contrats national, d'où la difficulté de présenter quelque chose qui va au-delà des frontières. J'étais très consciente quand j'ai pris ce dossier en main que ça n'allait pas être fait en 9 mois comme certains autres dossiers, mais j'ai pu, et pour ça j'étais très heureuse, me fonder sur des travaux des meilleurs avocats des contrats dans nos pays européens depuis 20 ans et qui, sur cette alternative, ont écrit des livres qui représentent ça de volume. Donc le travail intellectuel a été fait, le travail politique est difficile parce que ça demande un complet changement de suivi et de compréhension de ce qu'on est en train de faire. Pas facile, mais j'aime le challenge, vous voyez. Et donc j'ai décidé, sachant que ce serait difficile de le faire quand même. Si ça réussit, ça pourrait être une nouvelle façon de faire du droit européen sans intervenir sur des sujets qui fonctionnent bien au niveau national et donc où on n'a pas besoin de nous mélanger dedans. Dans ce sens-là, c'est une question de subsidiarité qui est touchée, mais dans le positif. Très intéressant aussi, il y a déjà maintenant des doctorats qui sont écrits justement sur cette question parce qu'elle est juridiquement extrêmement intéressante, mais je ne pense pas qu'on doit continuer cette discussion. Si vous voulez, il y a des experts français qui sont très avancés en la matière, qui peuvent discuter avec vous sur ce sujet si vous le voulez bien. Madame Zimmermann, que je remercie encore une fois pour son engagement. D'ailleurs, tous ces engagements m'ont aidé énormément. Il faut savoir qu'il y a eu des networks, des réseaux extraordinaires qui se sont mis en place à travers toute l'Europe. Il y a eu des réseaux négatifs aussi, mais les réseaux positifs ont été moins dans les médias, mais ils ont fonctionné. Donc, merci beaucoup pour tous ces réseaux
transfrontaliers d'ailleurs qui ont fonctionné. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le 12 décembre, il y aura le réseau des Women the Boat Ready Women, le réseau qui a été créé par les écoles de commerce avec la participation des grandes écoles de commerce françaises pour mettre sur la table un searchable database, comment on dit ça, une base de données searchable qui puisse être consultée avec 7500 noms de femmes qui ont leur MBA et qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience professionnelle. Donc pour que cet argument, on n'a pas les femmes de qualité pour mettre sur les conseils d'administration, pour que cet argument tombe. Donc aussi quelque chose, aidez-nous à faire connaître ce réseau. Oui, c'est un premier pas, mais un pas important. Imaginez que ce pas n'aurait pas eu lieu. Imaginez que j'aurais été bloquée à la commission, le projet aurait été bloqué, parce que c'est seulement la commission qui peut faire une proposition législative. Et oui, Michel Barnier m'a vraiment soutenue. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il a été co-signé, pas seulement soutenu, mais co-signé par tous les commissaires masculins de la Commission qui ont un dossier important économique. Michel Barnier, co-signataire, Olli Rehn, Tajani, Industrie, Andor, Marché du Travail, et Almunia Concurrence. Donc c'était intéressant de voir le mouvement très fort qu'il y a eu aussi. C'est une directive, c'est-à-dire c'est une harmonisation minimale. Chaque État membre peut bien sûr aller au-delà. Hein. Donc il faut qu'au minimum on reste à un niveau qui ne soit pas trop bas, in fine. Mais c'est toujours un minimum qui n'empêche pas de faire plus. Et les entreprises publiques sont comprises dans cette directive avec une date qui dit que pour les entreprises publiques, ce n'est pas 2020, mais c'est 2018. Parce qu'on doit donner le bon exemple là où politiquement c'est-à-dire je parle de nouveau pour tout le monde, où on a une possibilité d'agir. Le Conseil de l'Europe, je le vois en tant que réseau plutôt qu'autre chose, parce que le Conseil de l'Europe ne peut pas légiférer. Alors, les mineurs isolés, Madame, vous avez absolument raison, ceci est une question très grave et je suis de tout cœur avec vous sur cette question du droit des enfants. D'ailleurs, on a soulevé lors de notre dernière réunion mondiale sur le droit des enfants, on a soulevé cette question des mineurs non accompagnés. C'est ma collègue Cecilia Malmström qui est responsable du dossier sécurité et sur les négociations de Dublin II. Le Parlement et le Conseil sont en train de discuter dans la difficulté, parce que là de nouveau, il y a d'énormes différences entre le Parlement qui voudrait avoir une approche beaucoup plus fondée sur les droits, et les États. Je simplifie énormément, ce n'est pas juste si je dis les États, parce qu'il y a des différences aussi, mais la majorité des États qui pensent beaucoup plus sur qu'est-ce que ça va nous coûter, et puis mettons tous ceux à l'extérieur. Bon, on peut en discuter, mais je pense que sur les enfants, on ne peut pas discuter. Là, il y a quand même des principes très graves, et donc je suis de votre côté en la matière. Le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est une question pré-Lisbonne. C'est une question qui a été fixée par les États membres. Vous avez absolument raison, dans une optique sécuritaire et
ce qu'il est. La Commission européenne ne peut pas intervenir sur le mandat d'arrêt. Je ne peux pas ni faire une affaire devant la Cour européenne, ni faire autre chose, jusqu'au moment où tous ces textes pré-Lisbonne seront automatiquement lisbonisés, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire basculeront automatiquement dans le droit européen normal. J'ai par contre, en 2011, fait un rapport sur le fonctionnement du mandat d'arrêt et j'ai mis en exergue là vraiment aussi la non-proportionnalité. Je me rappelle encore, c'était surtout la Pologne qui pour chaque jeune qui avait volé un pain, j'exagère aussi, mais demandait un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt a été au départ fait pour la grande criminalité et pas pour le petty crime, comme on dit, pour les infractions mineures. Merci. Donc, là aussi, il faut attendre comment ça évolue. Maintenant, la Grande-Bretagne. Alors, en tant que gardienne des traités, moi, je ne peux agir que du moment où j'ai quelque chose de solide devant mes yeux, c'est-à-dire une demande de sortir sur les 130 mesures en matière de justice et de sécurité. J'ai entendu, comme vous tous, mais je n'ai rien vu venir, et je ne vois pas pourquoi je commencerai à négocier sur des déclarations des uns et des autres devant leur congrès politique. Ce n'est pas mon travail et je ne vais pas le faire. Le moment où il y aura un opt-out complet, alors il faudra faire une négociation au cas par cas pour chaque sujet où la Grande-Bretagne à ce moment-là voudrait faire un opt-in de nouveau. C'est quelque chose qui est très compliqué et qui ne se fait pas en 3 semaines. Et je pense qu'en Grande-Bretagne, ils sont en train de calculer les risques et les coûts d'une telle action. Ce sera intéressant de voir quels sont les coûts, par exemple, lorsque la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Europol, ni de Eurojust, ni de... Enfin, ce sera intéressant. Hein. Voyons un peu. La question des langues minoritaires. Alors ça, j'aime. En tant que luxembourgeoise, j'avais dans mon premier mandat où j'étais responsable et pour la culture et pour l'éducation, fait l'année européenne des langues, où j'avais eu beaucoup de propositions et j'avais eu, pendant présidence française à l'époque, un ministre de l'Éducation extraordinaire, qui Jacques Lang, qui, oui, était ministre de l'Éducation dans ce beau pays et qui, lui, voulait aider beaucoup aussi en matière de multilinguisme. Et donc, un des éléments, il voulait autoriser que des écoles puissent avoir une éducation française à la base, bien sûr, mais multilingue en même temps. Ça lui a été refusé, je crois, par le Conseil d'État, hein, parce que la langue des Français est le français. Alors, s'il y a une évolution en la matière, je trouve ça très bien, parce que ce qui est très beau en Europe, c'est la diversité culturelle. Pour moi, la plus belle langue au monde est le luxembourgeois, parce que c'est ma langue maternelle, et ça, c'est fort, et ça doit rester. Mais en même temps, de pouvoir participer aux cultures des autres, parce qu'on partage leur langue, c'est une richesse extraordinaire. Et si cette Europe peut aller, et si cette France peut aller vers une ouverture vers les langues, je serai très heureuse. Sur le terrorisme peut-être, ou sur le mandat d'arrêt européen, sur l'affaire Aurore Martin. Oui, mais vous voyez, le mandat d'arrêt est une procédure absolument judiciaire où ni la Commission ni un État membre ne peut interférer.
c'est la manière avec laquelle c'est construit, c'est entre les mains d'une justice qui est censée être indépendante. Je présuppose que la justice est indépendante. Si elle ne l'était pas, alors il faudrait changer ça, parce que la justice doit être indépendante. Vous savez que sur le terrorisme, nous avons une décision cadre, de nouveau, près Lisbonne, datée de 2002 et qui détermine au niveau européen les définitions des actes de terrorisme. Elle a été transposée par les gouvernements nationaux de tous les États membres et voilà. Donc c'est dans cette direction-là, il n'y a aucune compétence en la matière pour l'instant de l'Union européenne. Mais voyons un peu l'évolution qui se fera une fois que beaucoup de ces éléments seront lisbonisés et où la démocratie pourra reprendre ses droits. Bien, Madame la Vice-Présidente, je vous remercie beaucoup. Merci aussi pour votre disponibilité, puisque nous avions promis de vous libérer à 19h, mais il est 19h25. Mais les collègues avaient beaucoup de questions et je ne doute pas que les réponses les ont largement satisfaits. Merci encore et puis certainement à une prochaine fois.